De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes bien le vendredi 30 juin 2017. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de quoi je me mêle. Toute l'actualité des nouvelles techno. La version audio, je sais que vous êtes très fidèles à cette version qui vous permet d'écouter de quoi je me mêle pendant que vous faites votre sport par exemple. Et puis la version vidéo qui vous attend, vous le savez, sur 01nettv.com et rmc.fr pour l'audio ou même sur iTunes bien évidemment. Au menu de ce de quoi je me mêle tout à l'heure, on s'intéressera aux smartphones étanches. Quoi de neuf dans ce domaine? Vous allez voir que les constructeurs se bougent vraiment. On trouve de plus en plus de smartphones véritablement étanches à des prix assez intéressants. On fera le point avec François Bedin de la rédaction de 01net.com tout à l'heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle. Vous cliquez sur j'aime, vous vous abonnez, vous partagez votre passion des nouvelles techno. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Club de la presse IT pour commencer. Raphaël Grabier là. Salut Raph. Salut François. Journaliste à 01net.com et Jean-Marie Portal, chef de service à l'excellent 01net Mag, dont voici la couverture du nouveau numéro. Salut Bonjour Jean-Marie. François. Et dans un instant, avec Jean-Marie, on va s'intéresser aux objets connectés. Peut-on leur faire confiance aux objets connectés en matière de sécurité? On a vu que voilà, le piratage d'objets connectés était parfois assez facile. Est-ce qu'il faut vraiment psychoter? On en parle dans quelques instants. Mais auparavant, l'actu vue par 01net cette semaine, Raphaël. Et on va commencer par cette cyberattaque mondiale qui, encore une fois, a fait les choux gras de la presse. Hein. Tout le monde parlait de ça, véritablement, avec ce NotPetya. Alors oui, il y a eu un débat sur les noms Petya, NotPetya, il y avait GoldenEye, etc. Enfin, en gros, c'est ce qu'on appelle, a priori d'ailleurs, ce qu'on a appelé un ransomware. Donc c'est un rançongiciel, pour franciser le mot. Donc un logiciel qui va s'attaquer à des machines, qui va bloquer en fait les données et qui va demander à l'utilisateur de donner de l'argent, une rançon pour débloquer ces données. Alors c'est pas nouveau, on en parle de plus en plus. Ça existe depuis des années. Il y a eu WannaCry il y a quelques semaines qui avait beaucoup fait parler aussi. Là, l'attaque est encore plus importante. Ça a atteint 65 pays, donc c'était vraiment une attaque massive. Alors la différence de WannaCry, c'est que cette fois, ça se propageait beaucoup plus largement dans les réseaux internes. C'est-à-dire que dès qu'on était dans une entreprise et qu'il y avait un ordinateur qui était infecté, là, tous les ordinateurs du réseau étaient entre guillemets foutus. Et c'est encore plus violent que WannaCry parce que là, ça s'attaquait même à la source du redémarrage de l'ordinateur. Donc le Windows ne se lançait plus. C'était carrément l'autre logiciel qui se lançait et les données étaient bloquées. Donc on ne pouvait même plus lancer Windows. Donc là, ça a vraiment évidemment posé problème et ça a beaucoup fait parler parce que ça a atteint des grosses boîtes. Alors en France, il y a eu Saint-Gobain, la SNCF qui ont été touchés, mais c'était vraiment partout dans le monde. Alors, encore, ça, c'est ceux dont on sait qu'ils ont été évidemment, touchés. ils ne communiquent pas forcément là-dessus. Il y a plein d'industriels qui n'ont pas communiqué sur le fait qu'ils ont été infectés par ce ransomware. Hein. Voilà. Alors après, il y a quand même quelque chose à rappeler qui est important, c'est qu'à la base, ce ransomware, il se base sur des outils qui ont été dérobés à la NSA. C'était des outils utilisés par la NSA pour pirater des ordinateurs, qui ont été piratés eux-mêmes en fait par des hackers il y a quelques années. Et qui sont il y a quelques années, même plus récemment que ça, et qui se retrouvent un petit peu dans la nature. Et donc, du coup, dès que ça se retrouve entre les mains d'une équipe, on va dire, assez performante, assez bien organisée, et voilà, ça devient quelque chose, évidemment, de très dangereux. Alors, après, il faut quand même tempérer. Parce que ce n'est pas forcément dangereux pour tout le monde. Enfin, on va dire que la cible, c'est plutôt les entreprises et pas tellement les particuliers, parce que ça arrive notamment principalement par des mises à jour Windows, etc., ou par des réseaux d'ordinateurs, donc ce qu'on a quand même plutôt dans des boîtes. Après, pour se protéger, il y a une solution, hein, tout simplement, la plus efficace, mais aussi la plus connue, c'est l'antivirus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a très bien marché au début, c'est qu'il passait à travers les antivirus. Ça a été assez bien codé pour faire en sorte que les antivirus ne le remarquent pas. Et évidemment, depuis donc l'antivirus, ça servait à rien, quoi. Sur le moment, non. Maintenant, oui, parce qu'ils ont mis des patchs. Les antivirus si on a été infectés. Ah, mais de toute façon, c'est un peu le problème de la police et du voleur. C'est toujours le voleur qui trouve un truc et la police après qui réagit. C'est toujours en réaction, mais n'empêche qu'actuellement, la plupart des antivirus disponibles sur le marché sont maintenant efficaces. Donc j'ai envie de dire, bon, si vous êtes un particulier, a priori, vous n'êtes pas trop la cible. N'empêche qu'à l'avenir, on sait pas ce qui peut arriver. Par précaution, un antivirus, ça peut être très utile. Il semblerait en plus, Raphaël, que finalement,
le dessin des pirates n'était pas forcément de récupérer de Voilà, l'argent, et mais justement. de détruire en fait les Exact. données simplement. Et ça, c'est nouveau. Voilà, exactement. C'est ce qu'on a découvert dans ces dernières heures. Il y a beaucoup de spécialistes en fait qui ont analysé le code, et ça revient justement à un conseil. C'est ce qu'il faut payer. Les gens, ils se demandent ça tout simplement. Pour récupérer mes données, évidemment, il faut pas payer. Et là encore plus, parce qu'effectivement, c'est pas en fait un malware justement. C'est ce qu'on appelle un wiper, c'est-à-dire faire du cybersabotage. Donc l'enjeu n'était pas économique, c'était pas fait pour gagner de l'argent. Au début, c'est ce qu'on pouvait penser, puisqu'il demande une rançon de $300 en bitcoin évidemment. Sauf qu'en fait, on s'est aperçu que de toute façon, les hackers, dès le début, dès que c'était chiffré, ils n'avaient pas les clés de déchiffrement, donc même eux ne pouvaient rien faire. Évidemment, ils ne le disaient pas, que l'adresse email où on envoyait le bitcoin C'était un truc bidon. bidon. Enfin, voilà. Donc en fait, c'était vraiment pour, on va dire, semer le trouble et pour embêter, Oui, on va dire, pour détruire des données Oui. et paralyser certaines entreprises. Et du coup, forcément, quand on se demande si c'est pas pour l'argent, c'est pourquoi. A priori, du coup, il y aurait peut-être des enjeux, on va dire, plus politiques. Oui, parce il y a qu'on eu dit que l'Ukraine accuse la Russie, justement. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise en Ukraine qui a été touchée. C'est un logiciel à la base ukrainien de comptabilité qui est approuvé par le gouvernement qui a été touché, ce qui fait que ça pose problème, notamment pour toutes les entreprises qui font du business avec l'Ukraine. Donc, qui aurait intérêt à ça? C'est la Russie, mais là, il n'y a aucune preuve. C'est vraiment des hypothèses, on va dire. Voilà, il faut quand même se dire une chose qui est quand même assez grave, c'est que ce type d'info va devenir une banalité dans les semaines et les mois qui viennent. On aura régulièrement des histoires comme ça qui vont remonter. Ça, c'est clair. Et puis les conséquences, à mon avis, elles seront de plus en plus importantes. Et en fait, je trouve que les gens ne se rendent pas assez compte, surtout dans les entreprises, paradoxalement. Pour WannaCry, c'était le cas. C'est juste parce que les boîtes n'avaient pas fait les mises à jour de sécurité Windows. C'est incroyable. On se retrouve dans des trucs. C'est comme si on laissait les portes ouvertes. Exactement. Voilà. Et surtout, ne cliquez pas sur des pièges jointes de mail dont vous ne connaissez pas l'expéditeur. Ça, c'est le truc hyper important. Voilà. Ou alors les mails qui ressemblent à des Google qui vous demande de réinitialiser votre mot de passe. Un peu de bon sens et un peu de méfiance. Mais c'est dur. Pas que les mails d'ailleurs, les textos aussi. Les textos aussi. On peut recevoir des textos avec un lien dedans qui vous dit votre facture téléphonique n'est pas passée. Cliquez sur le lien pour régulariser votre situation et vous pouvez vous retrouver sur un site de phishing ou mais là, on est dans un autre domaine, là, Jean-Marie. Ou pire, télécharger effectivement. Mais c'est pas un blocage de Windows. Là, ça va être sur le smartphone. Oui, sauf si vous recopiez le lien ensuite sur votre ordinateur. D'accord. Et puis, il ne faut pas oublier que les ransomware arrivent aussi sur les smartphones Android. On en a vu, il en existe. Donc, ça peut aussi contaminer votre smartphone. Et quand on sait toutes les données qu'on a dessus... C'est clair. Voilà, bon, il ne faut pas céder non plus à la psychose. Faire attention. Mais une bonne machine à écrire, et ça résout le problème. Un Minitel. Il n'y avait pas de virus à l'époque du Minitel. Il y a dû en avoir, je ne sais pas. On a peut-être moins entendu parler. Raph, on enchaîne avec l'iPhone, sujet un petit peu plus heureux quand même, puisque l'iPhone fête cette semaine ses 10 ans. Et à cette occasion, à 01, vous avez imaginé l'iPhone du futur. Voilà, alors comme ça fait 10 ans, on s'est dit, allez, 2007-2017, à quoi ça peut ressembler en 2027, en se basant, on va dire, sur les hypothèses les plus probables et en fonction de, on va dire, des pistes que prend Apple et de la stratégie que prend Apple aujourd'hui. Alors la première question qu'on s'est demandé, c'est si on avait encore besoin, ou si on aurait encore besoin, d'un écran dans 10 ans, puisque avec les assistants, avec Siri, on peut se dire qu'on pourrait tout contrôler comme ça par la voix. C'est plus pratique pour regarder les films quand même. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais... à moins qu'on ait une nouvelle interface, des lunettes, des choses voilà, comme ça. justement, on vient à la deuxième hypothèse. Il y a les films, il y a aussi prendre des photos, parce qu'un smartphone sert quand même surtout à prendre des photos. Et c'est vrai qu'on s'est dit, sinon, éventuellement, effectivement, les lunettes connectées. Alors, on a vu le fail, l'échec des Google Glass, qui n'ont pas très bien fonctionné. Bon, il y a Snapchat qui essaye avec ses lunettes aussi, mais bon, on va dire que c'est quand même du gadget. Mais c'est vrai que les lunettes connectées, ça pourrait être une piste. On sait que Apple travaille aussi dessus quand même. Oui, encore faudrait-il que ça fonctionne pour les gens qui ont déjà des lunettes. C'est-à-dire que c'est un peu l'enjeu, c'est-à-dire que ce soit pas une contrainte, donc c'est-à-dire que ce soit des lunettes qui puissent faire aussi lunettes avant d'être lunettes connectées. Après, on met soit des verres adaptés, soit des verres blancs, mais qu'il faut que ça se fonde. Non, mais il faut que ça se fonde en fait dans ce dont on a l'habitude, ce qu'on a l'habitude de porter. Et c'est là aussi où on a la troisième hypothèse, c'est l'Apple Watch. Si on se dit que, alors évidemment pour les films et la photo, c'est plus compliqué. Non, c'est bien de regarder un film sur son Apple Watch. Pour prendre des selfies, à la limite, on peut prendre des selfies, voilà, avec la loupe. Mais l'Apple Watch, ça peut être aussi une piste. Est-ce que l'Apple Watch, enfin, je sais pas, avec la 5G par exemple, qui consomme beaucoup moins par exemple, est-ce que l'Apple Watch pourrait prendre le relais du smartphone sur certaines opérations? Donc, en gros, on a fait une petite réflexion commune. On s'est posé la question. Bon, en fait, on en a la conclusion. Elle est
elle n'est pas très basique, pas très heureuse. Je veux dire, c'est que finalement, si on regarde 2007-2017, grosso modo, l'iPhone 7, il ressemble quand même beaucoup à l'iPhone. Évidemment, tout est mieux, tout est plus puissant, les photos sont plus belles, plus grand. Mais finalement, est-ce qu'on a changé quelque chose? Et on s'est demandé si c'était pas comme attendre les voitures volantes qu'on attendait en l'an 2000 et qui sont pas là. Et on fantasme pas trop sur un futur qui peut ne pas trop bouger finalement. Exactement. Et à la limite, je crois que quand on regarde aussi les commentaires des gens qui nous lisent, tout simplement, je crois que c'est beaucoup plus pragmatique que ça. Ce serait peut-être juste l'iPhone idéal, ce serait le même, mais avec un peu plus d'autonomie. Voilà, qui n'aurait pas besoin d'être rechargé. Voilà. Je crois que ce serait la batterie. Je crois que finalement, c'est le seul truc qui pourrait vraiment nous faire rêver. C'est vrai, c'est le gros problème aujourd'hui des smartphones et on a du mal. Enfin, les constructeurs n'arrivent pas à résoudre ce problème. Hein. Mais justement, en 10 ans, c'est ce qui a le moins évolué. Ouais. Et je ne suis pas sûr que dans 10 ans, alors il faudrait changer carrément les types de batteries. Mais il y a plein de chercheurs qui sont parvenus. Mais alors, entre les labos de recherche et la commercialisation et l'industrialisation, il peut se passer plus de 10 ans, à mon avis. Autre chiffre après les 10 ans de l'iPhone, c'est 2 milliards. Ouais. 2 milliards d'utilisateurs pour Facebook. Cette barre a été franchie cette semaine. Ouais. Mais finalement, c'est un chiffre qui est peu finalement si on commence à réfléchir aux utilisateurs de Facebook. C'est ça, au contexte en fait. Alors voilà, il y a 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook. Alors eux, ils comptent en Monthly Active Users. En gros, ça veut dire quoi ? Un utilisateur qui se connecte à Facebook au moins une fois par mois. Alors ça peut être un peu biaisé parce que quand on se connecte à Facebook, ça peut être aussi simplement partagé sur Facebook quand on est sur un autre site. Ça, c'est compté comme un utilisateur. Mais enfin bon, 2 milliards, ça fait quand même juste de Facebook, on va dire, la plus grosse communauté virtuelle du monde. Alors juste pour info, la Chine et l'Inde, c'est à peu près 1,4 milliard d'habitants, enfin un peu moins même. 2 milliards, en gros, c'est la population de l'Europe et de l'Afrique réunies. Donc Facebook, on va dire, a une base d'utilisateurs assez solide. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qui suit derrière. C'est quoi les plus gros concurrents de Facebook ? C'est Facebook, en fait, puisque derrière, avec 1,2 milliard chacun, on a WhatsApp et on a Messenger. Et ensuite, un peu derrière, alors il y a d'autres acteurs importants dont je vais parler ensuite, mais il y a Instagram qui a 700 millions. Et en fait, si on cumule le tout, ça fait 5 milliards d'utilisateurs. Alors, effectivement... Alors, c'est les mêmes. Enfin, voilà, je veux dire, en grande partie... C'est pas 5 milliards d'individus différents. Non, c'est 5 milliards d'utilisateurs dans le sens 5 milliards de comptes, mais c'est quand même 5 milliards de comptes qui génèrent des données personnelles qui peuvent être différentes. Je ne donne pas la même chose à Instagram qu'à WhatsApp comme information ou à Facebook. Voilà, ce n'est pas forcément la même chose. Donc, ça veut dire que ça reste quand même une base de 5 milliards de comptes. Voilà, c'est quasiment, je crois que c'est la population mondiale il y a 20 ans. Hein. Enfin, c'est un truc absolument monumental. Et ensuite, si on regarde encore un petit peu plus la dynamique, en regardant les courbes, en fait, depuis donc, 2004 et puis 2013, 2014, si on regarde les succès de WhatsApp et surtout de Messenger, en fait, les courbes de toutes les boîtes de Facebook, enfin des principaux réseaux de Facebook, c'est une courbe complètement ascendante. Mais la pente est encore très élevée, c'est-à-dire que ça ne va pas s'arrêter du tout, contrairement à d'autres. Si on regarde Twitter, on va dire qui stagne beaucoup. Alors Snapchat, ça monte encore, mais enfin Snapchat, ils sont à 300 millions, ils sont très loin. Et surtout, vu le succès des stories sur Instagram, on se dit que Snapchat va peut-être connaître un petit creux. Oui. Et ça vient concurrencer les stories. Hein. Exactement. Ça a dépassé. Snapchat, je crois que c'est à 6 ans. En 6 mois, Instagram a fait plus de stories que Snapchat en 6 ans. Voilà. Donc, ils ont copié, mais ils ont eu raison puisque ça cartonne. Oui. Alors après, si on regarde à l'échelle mondiale, il ne faut pas non plus se cantonner à ce qu'on connaît. Il faut aller regarder en Chine, évidemment, puisque c'est là où on retrouve les plus gros concurrents. Et il y a WeChat. Alors, il y a QQ aussi. QQ, alors je ne sais pas exactement comment on le prononce. Et WeChat. Et là, on va se reprendre après. Oui. Hein. Et si on regarde WeChat, alors là, ça cartonne. Et c'est le seul qui a la pente, qui a la même ascension que Facebook. Et ce qui est intéressant, et là, il faut être attentif et sortir un peu de l'Europe, des États-Unis et même de la Chine, c'est en Afrique. WeChat est en train de cartonner en Afrique. Ça a dépassé WhatsApp en Afrique, notamment parce qu'ils offrent des fonctions de paiement beaucoup plus complètes. Et le paiement mobile, les Africains, ils sont bien plus avancés que nous là-dessus. Donc, ce qui va être intéressant dans les prochaines années, c'est vraiment l'intégration de toute notre vie, en gros, là-dedans. Parfait, voilà. Ça, c'était 3 titres d'actu que vous pouvez retrouver sur 01net.com. Jean-Marie, on enchaîne avec 01net Mag et on va parler des objets connectés. On en teste beaucoup à la fin des objets connectés ici à 01net.com. On se pose rarement la question de la sécurité de ces objets parce que c'est vrai qu'ils se connectent soit en Bluetooth à notre smartphone, soit, et c'est la majorité des cas, au Wi-Fi de la maison. Mais est-ce qu'on peut facilement les pirater, ces objets connectés ? Et puis surtout, ils sont en train de rentrer un petit peu
partout dans la Bien maison. Vous avez des réveils matins Oui. connectés. Alors, on peut aussi Et parler c'est notre des- intimité. Tout à fait. Les caméras, les micros. Les enfin, montres, bien les sûr. montres, thermostats, les ampoules. Ouais, ouais. Aujourd'hui, on a même de l'électroménager qui commence à être connecté, des jouets. Alors, on parlait des caméras, elles pèsent personne. Et même dans le cercle plus intime, il y a même des sextoys aujourd'hui connectés. Sextoy qui est devenu un objet de consommation un peu courante, on va pas se mentir. Et, Si vous le dites. Ouais, oui, bien sûr, je pense. Tout à fait. il suffit Oui, de voir non, non, mais les, c'est les vrai, c'est vrai que boutiques les maintenant qu'on les trouve. chiffres de vente c'est- sur Ouais, les voilà, chiffres de vente. ça se popularise. Je veux dire, effectivement. les sex shops, il y a les bons vieux sex shops, mais il y en a d'autres qui ne se cachent plus. qui Non, ont ça des, s'appelle des les loft- enseignes, des Ça enseignes. s'appelle les Love Store maintenant. Les- Oui, c'est oui, vraiment- les c'est passages, plus bobo. les passages du désir, etc. Avec vitrine, c'est très Et cosy. puis le enfin, web qui a et le complètement web, démocratisé qui, ce type Vous d'objet. vous rappelez la Redoute à une époque où hypocritement on massait le visage avec un drôle d'objet qui vibrait. Aujourd'hui, il y a 8,4, on estime à 8,4 milliards le nombre d'objets connectés dans le monde. Alors pourquoi effectivement ça peut commencer potentiellement à devenir un danger parce que quand il y a 8,4 milliards d'objets connectés, à mettre en comparaison des 2 milliards d'ordinateurs actifs, imaginez vers quoi vont se tourner plus facilement les hackers, les pirates, quand ils veulent lancer... on parlait de faire tomber des sites, une attaque par exemple par déni de service, comme il y en a eu une en octobre dernier, qui avait fait tomber Netflix, Airbnb, le New York Times, enfin un certain nombre de grands sites comme ça. Alors c'était plutôt l'Amérique qui était ciblée, mais pendant quelques heures, les sites sont devenus disponibles et c'était entre autres, enfin c'était essentiellement à cause de Mirai, un virus qui s'installait donc sur des caméras IP, donc des caméras de surveillance connectées, et tous ces petits Mirai répartis partout dans le monde ont formé un botnet qui a pu attaquer et submerger les sites et les faire tomber. Donc ça, c'est typiquement le genre d'attaque auquel on peut s'attendre de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, c'est 8,4 milliards d'objets connectés. Et quand on se projette, le cabinet d'analyse Gartner, par exemple, estime que d'ici 3 ans, on aura 20 milliards d'objets connectés en service, donc répartis sur toute la planète. Très pratique pour faire des attaques. Alors peut-être qu'effectivement, on ne se sent pas forcément concerné non plus directement. On se dit, bon, ça fait tomber Netflix, ma caméra IP était infectée, mais finalement, vous, dans votre quotidien, ça ne change pas grand-chose. Sauf que tout à l'heure, Raphaël parlait de ransomware. Et ça, c'est la nouvelle menace qui se profile aussi, c'est l'arrivée des ransomware. Qui pourrait arriver sur les objets connectés. Qui pourrait arriver en fait. sur les objets connectés. Ouais. Et pour les mettre carrément hors service. Donc, si on se projette, on a interviewé un hacker sur le sujet, si on se projette, imaginez dans quelques années, si vous devez payer pour retrouver du froid dans votre frigo, retrouver la lumière chez vous parce que toutes vos ampoules connectées sont... ça va commencer à poser des problèmes. Enfin, cela dit, j'espère que les constructeurs auront toujours la bonne idée de mettre un système débrayable qui permette de faire fonctionner l'appareil, même s'il est surtout s'il est déconnecté. Quoi. Ouais, mais Vous voyez ce en que je veux parlant dire. de rançon, ça peut être l'inverse aussi, certaines des caméras bien capturer sûr. des images de son Bien sûr, intimité, évidemment. et comme ce qui se fait déjà Mais- sur Internet, mais si on met des webcams, Imaginez, des Raphaël, webcams, on des publie une caméras, photo de vous, le doigt dans le nez sur le c'est canapé ça. en train de regarder Moi Netflix. je paye. Vous payez tout direct. de suite. Mais où Tenez mon numéro de carte bancaire. Mais Attention. il y a certains sites où vous pouvez justement voir toutes ces... Parce qu'il y a pas mal de caméras qui sont ouvertes, librement accessibles, simplement parce que... Il y a des petites questions de sécurité aussi à respecter à la base, changer le mot de passe d'accès à la caméra, par exemple. Et vous avez un site, entre autres, qui vous permet de voir toutes les caméras connectées librement accessibles. Donc vous pouvez voir le jardin un jardin, une chambre à coucher, une cuisine, une caméra de surveillance dans un magasin de vêtements. Enfin, et c'est assez effrayant parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on peut accéder à ces caméras facilement et que peut-être que la vôtre, finalement, figure dans la liste pour peu qu'elle ne soit pas suffisamment sécurisée. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On n'achète plus d'objets connectés. Aïe, 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 comment on va faire Non, on va peut-être pas exagérer parce que la contrepartie, c'est quand même que tous ces objets connectés ils nous simplifient bien le quotidien. Ils sont quand même bien pratiques. Je sais pas si vous en avez chez vous, François, Oui, bah oui, bien Raphaël. sûr. Oui, bien sûr. Le Le problème, pas c'est qu'on comme les beaucoup. oublie, ces objets connectés. Oui, on se rend pas souvient compte. plus qu'ils sont connectés. La dernière fois, j'ai scanné en fait chez moi mon Wi-Fi. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai tant d'objets? Mais en fait, c'était Ouais. tous les objets que j'avais Mais bien oubliés, sûr. qui sont connectés tout le temps. Quoi. Et on va pas se mentir, une caméra connectée, c'est pratique pour voir du bureau Bien si, sûr. si les gamins sont rentrés à la maison, les Ou ampoules, une enceinte, les une ampoules enceinte Wi-Fi. connectées, Enfin, c'est- des trucs voilà, comme les ça. enceintes Wi-Fi, tout ça, c'est quand même bien pratique. Alors, on va dire qu'il y a quelques petites règles quand même à respecter, déjà pour éviter les problèmes.
La première, c'est déjà de surtout pas se tourner vers les marques venues de nulle part. J'ai rien contre la Chine, mais les marques chinoises qui coûtent 3 francs 6 sous, il faut bien se dire que les objets connectés sont opérationnels, mais la sécurité, ça a un coût supplémentaire au moment de la fabrication de l'objet. Donc, on va dire que c'est peut-être pas trop leur souci. Hein. Donc, évitez les produits. Les objets premier prix, on va dire. Les objets premier prix avec des marques pas connues. Ça, on évite. 2. A contrario, il ne faut pas non plus se fier au prix comme étant un critère de qualité. Ce n'est pas non plus parce que vous allez acheter un produit très cher qu'il va être sécurisé. Il y a eu le cas, par exemple, d'un réfrigérateur Samsung à 3 200 € qui se connectait à votre agenda. C'était pratique parce qu'il vous affichait sur un écran votre agenda de Gmail. Le problème, c'est qu'il y avait un bug enfin une porte dérobée qui faisait qu'on pouvait accéder du coup de l'extérieur à votre calendrier de Gmail et en fait à votre compte Gmail et en fait à vos identifiants Google. Et donc, du coup, pirater votre compte mail. Il y a eu un autre... Tout ça à cause du frigo. Oui. Un autre cas un peu... C'est chaud, hein, quand même. Un autre cas un petit peu plus cocasse d'un sextoy un peu particulier, produit très, très innovant qui n'existait pas sur le marché, avec une petite caméra endoscopique au bout, qui se branchait sur le Wi-Fi de la maison. Pourquoi c'est fait, hein. On va vite enchaîner, Jean-Marie, là-dessus. Sur le Wi-Fi de la maison pour voir des images, etc. Le problème, c'est que son mot de passe Wi-Fi était en dur dedans et on pouvait se connecter à distance pour profiter des voilà. Le joujou était vendu quand même 250 €. Donc attention à ces objets innovants qu'on n'a jamais encore vus nulle part ailleurs. Qui ne sont pas encore mûrs, on va dire, au niveau sécurité. Pas encore mûrs au niveau sécurité. 3, alors il y a un réflexe, c'est privatiser l'accès à ces objets connectés. Quand vous avez une caméra IP, généralement, il y a un mot de passe, admin, tout de suite vous changez ça parce que les hackers, qu'est-ce qu'ils font quand ils essayent de... Ils vont à la facilité, les hackers. Hein. Oui. C'est pas des gens qui aiment se casser la tête. Donc ils essayent de pirater une caméra. S'ils n'y arrivent pas, ils vont à celle de la voisine, etc. Et ils essayent justement les mots de passe par défaut. Et quand ça rentre, là, ils pénètrent dans le système. 4, alors c'est comme un ordinateur. Vous parliez de Windows tout à l'heure et de dire il faut le mettre à jour régulièrement. Mettez à jour régulièrement vos objets connectés parce que eux aussi, ils ont des mises à jour, des patchs. Parce que bien sûr, de sécurité, ils comblent des failles. Oui, il n'y a pas de logiciel sans bug. Hein. Le zéro bug aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc mettez à jour. Et puis 5, blindez, on va dire entre guillemets votre réseau domestique. Vous avez une box, faites pas joujou avec la configuration, l'ouverture des ports, etc. Si vous y connaissez pas, parce que l'avantage des box en France, et ça c'est quand même un avantage un peu français par rapport à d'autres pays, c'est qu'elles intègrent à pare-feu et grosso modo elles nous protègent quand même pas mal des attaques venues de l'extérieur. Mais elle n'est pas bidouillée la config de la box si vous y connaissez rien. Et puis n'oubliez pas que c'est votre smartphone qui commande tout ça. Donc de la même façon, un mot de passe que personne ne peut trouver facilement, ça aide quand même à sécuriser. Il y a des box aussi maintenant. J'ai rencontré des gens alors de Bitdefender, c'est une énorme boîte, qui ont lancé un produit que je trouve assez intéressant, c'est Bitdefender Box. Alors il y en a peut-être d'autres qui sont arrivés, qu'on branche à la base à sa box et qui sécurise justement tout le réseau. Alors oui, vous faites bien d'en parler, vous pourrez le lire dans ce magnifique article de 01net Magazine. Oui, effectivement, les éditeurs de suites de sécurité aujourd'hui se penchent sur le problème, ils savent bien qu'il y a un danger, c'est les premiers d'ailleurs à nous alerter là-dessus. Et donc il y a des boîtiers comme ça qu'on va brancher donc derrière sa box. Donc il y a la box de Bitdefender, il y a Norton Core qui va sortir, il y a d'autres objets un peu rigolos comme Cujo qui est un objet lancé par une start-up qui est tout mignon en plus, on dirait un sourire éclairé, etc. Des boîtiers qui généralement valent aux alentours de 200 €, sont liés à un abonnement. La première année, généralement c'est gratuit, et puis ensuite vous payez entre 5 et 9 € par mois pour être sécurisé, puisque ça se met à jour. Et c'est censé protéger tous les objets connectés de la maison et toute votre maison. Donc ça... Alors attention, parce que ces petits boîtiers sont très, très intéressants pour protéger la maison, mais en revanche, ils ne sont pas faits pour les gamers parce qu'ils ralentissent en fait tout ce qui est temps de latence, parce qu'ils analysent en fait les données en temps réel. Donc pour les gamers, ça s'intercale en fait sur la... Voilà. Bon, après la promesse, c'est de pas ralentir. Faut checker. Après, il faut voir les boîtiers parce qu'il y en a certains en fait qui créent un deuxième réseau Wi-Fi. Qui va être plus rapide. Sur lequel ils vont concentrer tous les objets connectés. Et vous aurez un autre réseau Wi-Fi qui va être plus rapide, normal, où vous allez pouvoir jouer avec votre ordinateur. Et puis parce que lui, il a une suite de sécurité en principe. Donc comme les suites de sécurité ont un mode gamer généralement maintenant.
Merci beaucoup Jean-Marie. Merci François. Je vois que votre dent a été enfin piratée, normalement. Si vous saviez. Et voilà. Et oui, puisque Jean-Marie, vous le saviez, si vous êtes infidèle, n'était pas là ces 2 dernières semaines, ça va mieux, regardez, il ressemble enfin à quelque chose. Ouais. Merci beaucoup Jean-Marie Portal, 01net Mag, et merci à Raphaël Grabny. Merci François. On reste ensemble, on va maintenant plonger, c'est le cas de le dire, dans le marché des smartphones étanches avec François Bedin. Vous allez voir, il y a pas mal de nouveautés à ce sujet. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.